Bonjour à tous, bienvenue à Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis votre hôte, Sabening. Bienvenue à tous. Bienvenue au public sur notre plateau ainsi qu'à la centaine d'internautes qui sont avec nous en direct. Pour vous présenter notre invité d'aujourd'hui, je dirais qu'il est le plus littéraire des scientifiques, le plus gourmet des écrivains et le plus apte à comprendre les structures chimiques des aliments parmi les gourmets. C'est vraiment un scientifique transdisciplinaire. Et les domaines qu'il étudie semblent être des sommets inaccessibles pour les gens ordinaires. Mais lui, il y arrive. Où notre scientifique puise-t-il sa force pour pouvoir galoper à toute bride dans différentes disciplines et en toute aisance? Des applaudissements pour accueillir notre invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Zhu Yongguan, membre de l'Académie chinoise des sciences et directeur du Centre de recherche pour les sciences éco-environnementales de cette même académie. Bonjour Sabening. Monsieur Zhu, bienvenue. Merci à tous, veuillez vous asseoir. Quand j'ai appris votre histoire, je l'ai trouvée prodigieuse et même incroyable. Certes, il y a des scientifiques qui aiment écrire de la poésie ou bien des articles. Monsieur Zhu, lui, a remporté le prix de la prose Feng Zikai. Les personnes qui se tenaient sur scène avec vous pour recevoir leur prix étaient des écrivains professionnels tels que Monsieur Feng Tizai. Parmi eux, on voyait un membre de l'Académie chinoise des sciences montrant son certificat de récompense. Quand je regarde cette photo, je la trouve vraiment incroyable. Vous avez reçu le prix Von Liebig de l'Union internationale des sciences du sol en août 2022. Oui. Vous êtes également le premier scientifique asiatique à recevoir ce prix. Et c'est en novembre de la même année que vous êtes apparu sur la scène de la remise des prix Feng Zikai de la prose. Est-ce qu'en vous voyant, ces écrivains ont pensé que vous vous étiez trompé d'endroit? La réunion de l'Académie chinoise des sciences, c'est à côté. Que ressentiez-vous lorsque vous étiez aux côtés de ces écrivains pour recevoir ce prix? Je pense qu'il faut aussi diffuser la recherche scientifique à travers le pouvoir de la littérature, raconter nos vies, notre propre expérience. C'est le progrès de notre époque et cela devrait aussi être la responsabilité de chacun d'entre nous. En fait, l'écriture, c'est la vie et on vit aussi pour écrire, pour produire des œuvres. J'ai vraiment lu votre article attentivement. Oh, c'est intéressant. Il s'intitule « Le changement d'alimentation ». Oui, je voulais commencer par la cuisine de mon enfance et de ma région natale pour raconter l'histoire de l'alimentation. Parce que cela reflète l'évolution de notre société, le progrès de la société. En même temps, il y a beaucoup de questions scientifiques derrière l'alimentation, il y a beaucoup de questions d'ordre social. Et nous devons en parler afin que chacun d'entre nous puisse chérir davantage les aliments et prendre soin de son environnement. Et puis c'est aussi un moyen de transmettre une certaine culture. Mais votre écriture est vraiment unique. Il y a un passage où vous vous demandez ce que les gens mangeront dans 10 000 ans. Il sera certainement possible de synthétiser les protéines et inutile d'élever autant d'animaux pour obtenir des protéines à partir de leur viande. Donc à cette époque, quand les êtres humains découvriront de nombreux os de poulet dans nos strates datant alors de 10 000 ans, ils se demanderont pourquoi leurs ancêtres élevaient autant de poulets. Était-ce pour faire des vêtements à base de plumes? La plupart d'entre nous imaginent les scientifiques occupés tous les jours dans leur laboratoire. Comment trouvez-vous le temps de donner à vos travaux une forme littéraire? C'est complètement différent d'un traité scientifique. Oui, en fait, je pense qu'il est très important de savoir mettre son temps à profit. Par exemple, quand je marche, je réfléchis à la façon d'écrire un texte. C'est ainsi que vous avez gagné le prix Feng Zikai de la prose. C'est comme quand on économise de l'argent. Quand j'ai un petit moment, comme 10 ou 20 minutes, j'en profite pour réfléchir et prendre des notes qui serviront au prochain texte. Cette imagination ressemble à celle qu'ont les enfants. Prenons par exemple l'écriture au Sekai. Lorsqu'on l'a découverte, on ne savait pas à quoi cela servait. Petit à petit, on a compris qu'il s'agissait de caractères pour écrire.
Voilà pourquoi on dit que l'histoire est connectée. On doit considérer le processus de notre développement d'un point de vue holistique. On m'a dit que vous faisiez également des recherches sur la gastronomie. Je me suis renseigné. La plus haute distinction dans le domaine dans le pays s'appelle le China Golden Chief Award. Quand allez-vous gagner ce prix ? Je pense que notre compréhension ou notre intérêt pour la cuisine vient de notre passion pour la vie. Comme on prend tous 3 repas par jour, on se demande quoi manger, mais aussi comment avoir une alimentation saine et écologique. On dit souvent qu'une pomme ne pèse que 150 grammes et que pour la produire, il a fallu 120 litres d'eau, ce qui est énorme. On parle donc d'empreinte environnementale de l'alimentation, à l'image des traces de pas. Cette empreinte est énorme. Nous voulons donc la réduire autant que possible afin que la Terre soit plus durable et plus saine et que nous soyons en meilleure santé. Dans votre article, il y a un chiffre qui m'a frappé. Dites-moi combien de poulets sont actuellement élevés sur Terre. Essayez de deviner. Dites un nombre, peu importe. 200 ? Ah, 20 milliards. 6 milliards. 6 milliards. Ça ne ferait même pas un pour chacun. Comment serait-ce possible ? Des dizaines de milliards ? 50 milliards. Vous n'y allez pas de main morte. On n'aurait plus de place à la maison avec tous ces poulets. Là, c'est trop. Si je me souviens bien, c'était 23 milliards. Presque, parce que ça change chaque année. Mais leur population totale dépasse celle de tous les autres oiseaux. C'est plus que tous les autres oiseaux. Dans nos assiettes, on voit une aile ou une cuisse de poulet. On se dit que ça se mange vite, mais ça représente un coût qui va bien au-delà de l'argent que vous avez dépensé pour l'acheter. Oui, c'est la réalité. Ce qu'on essaye de faire, c'est que tout le monde se rassemble pour rendre la planète plus durable. C'est ainsi que notre avenir sera durable. Mais nous devons tous mettre la main à la pâte. Quelques personnes, une dizaine, ce n'est pas assez, donc tout le monde doit s'impliquer. Nous comprenons maintenant l'importance de cet article de M. Zhu et le message qu'il transmet. On m'a dit que vous envisagez de devenir chef cuisinier si vous cessiez d'être scientifique ou preniez votre retraite. Que serait alors votre spécialité ? Ce serait des raviolis d'œufs, un plat traditionnel de notre région natale. Ah d'accord. C'est un plat que je sers à mes invités venus du monde entier. C'est difficile à préparer ? L'enveloppe d'œuf est plus fragile que celle de pâte. Il faut donc faire attention, être patient et procéder comme si c'était une expérience scientifique. J'en ferai aujourd'hui, cet après-midi. Des raviolis d'œufs ? Vraiment ? Je vous montrerai tout à l'heure, tout le monde pourra goûter. Après en avoir mangé, vous rédigerez tous un article dans lequel vous fournirez une analyse détaillée de tous les ingrédients. Nous avons sur notre plateau 4 jeunes qui sont aussi curieux que vous. Chacun d'entre eux a une question à vous poser. Qui commence ? Bonjour à vous deux, je m'appelle Li Shangru. Je suis doctorante spécialisée en nutrition animale. Ma phrase clé du jour est la protection de la planète commence par les os de poulet. Je l'ai tirée de votre article. Dans ma spécialité, on peut être amené à avoir contact quotidien avec des animaux d'élevage. Notre secteur a besoin d'inspiration pour rester à la pointe de la technologie. Si nous, les jeunes, étions aussi curieux que vous, ne serait-il pas plus facile d'enrichir nos vies ? Je voudrais savoir d'où vient votre inspiration. Très bien. Je pense qu'il y a des points auxquels nous devons faire attention. Tout d'abord, nous devons être curieux du monde et avoir un sens aigu de l'observation. Quand on arrive quelque part, il faut explorer. Partout où je vais, je touche, sens et regarde la terre et les feuilles. Confrontez-vous au réel. Dans vos lectures, ne vous limitez pas à votre spécialité, mais lisez aussi des écrits qui n'ont rien à voir pour comprendre d'autres domaines.
Pour écrire, l'inspiration me vient en grande partie en lisant des livres de vulgarisation scientifique d'autres domaines, comme par exemple la physique ou l'archéologie. Ces ouvrages s'adressent au grand public, je pense qu'il faut les lire, s'enrichir par la lecture. Pour écrire, il faut trouver sa source d'inspiration en associant ses propres pensées et observations au savoir des autres. Garder un esprit curieux, cela semble simple, mais c'est en fait assez difficile. Il ne suffit pas de vouloir être curieux. C'est forcément lié à son environnement, son éducation et à l'intérêt qu'on porte à sa profession. Vous aimez votre discipline? J'ai choisi cette spécialité parce que j'aime la biologie. Alors c'est facile. Je pense donc qu'il faut vivre avec une curiosité naturelle plutôt que de chercher à cultiver ou entretenir sa curiosité. Si on a en soi la curiosité et l'innocence de l'enfance, on est heureux dans la vie. Oui. D'accord, merci beaucoup. Suivante. Bonjour à vous deux, je suis céramiste. Je suis héritière de la porcelaine sculptée de Beijing, qui est un élément du patrimoine culturel immatériel de la capitale. Je m'appelle Zhou Xiaoming. Les Chinois ont différentes expressions concernant le sol, mais certaines sont péjoratives. Entre les mains des artisans, grâce à leur inspiration et leurs doigts agiles, la terre se transforme en œuvre d'art inestimable. En fait, la terre est très précieuse pour nous. Cependant, avant d'être transformée en céramique, elle n'a pas particulièrement de valeur en tant que matière première. Je voudrais donc vous demander pourquoi vous pensez que le sol est précieux. En fait, le grand public a encore des préjugés dans sa compréhension du sol. On le voit comme ce qu'on foule aux pieds, il nous semble insignifiant. Pourtant, c'est ce même sol qui soutient l'ensemble de l'écosystème de la Terre. On le qualifie de peau de notre planète. J'ai écrit un autre article dans lequel je dis « Sans peau, comment aurions-nous des cheveux ? Si nous n'avions pas de sol sur notre planète, on ne pourrait pas faire pousser autant de plantes. Sans les plantes, comment faire pour les insectes, les animaux ? Ainsi, c'est grâce à son sol que notre planète est pleine de vie. Bien sûr, la vision traditionnelle destine principalement le sol à l'agriculture. Mais on en fait bien d'autres usages, comme vous avec la céramique. Les gens ne s'en rendent pas compte, nous devons donc déchiffrer le sol afin de pouvoir le chérir. Si on arrive à le sauver, notre avenir sera assuré. Je pense donc que c'est très important. Enfants, on jouait avec la boue et nos parents nous ont donné pour qu'on cesse de faire du bruit. Amusez-vous avec ça. Donc à cette époque, je considérais la terre comme un jouet. C'était très naturel. Je ne trouvais pas que c'était sale. C'est cet attachement à la terre que j'ai depuis l'enfance qui m'a fait choisir le métier de céramiste. Oui. Par ailleurs, les données scientifiques prouvent que ceux qui jouent avec la boue sont en meilleure santé. Des études montrent que le microbiote cutané des petits citadins est plus diversifié s'ils vont dans un jardin d'enfants où se trouvent de la terre, des pierres et des mousses prises dans la nature. Leur immunité est ainsi renforcée. Donc, faisons de la terre des jouets pour être en meilleure santé. Ce n'est pas si surprenant. C'est vrai, de nos jours, beaucoup d'enfants ont la peau sensible car ils y sont trop peu exposés. Trop de propreté réduit la diversité du microbiote. Donc les enfants qui jouent avec la boue sont en meilleure santé. Oui, beaucoup d'études montrent que les enfants qui grandissent à la ferme sont moins susceptibles de contracter plus tard des maladies immunitaires comme l'asthme. Retrouvons nos vieux amis, c'est ce que je dis souvent. On doit modifier cela dans l'éducation de nos enfants. Avant, on disait ne joue pas avec la boue, la terre c'est sale. Maintenant, dans un environnement naturel et contrôlé, il faut dire aux enfants que c'est bien de jouer avec la boue. C'est bénéfique, ça s'appelle l'éducation à la nature. Y a-t-il beaucoup de jeunes comme vous dans votre domaine?
Non, en fait, c'est mon amour pour la céramique qui m'a destinée à cette carrière. C'est le choix d'une vie. C'est toute la magie que le sol nous apporte. Il ne fournit pas seulement un soutien pour la vie, comme vous venez de le dire, mais il nous apporte aussi le plaisir de l'art. Oui, merci. Merci, asseyez-vous. Nos jeunes curieux ont fini de poser leurs questions. Monsieur Zhu en a aussi préparé quelques-unes pour aujourd'hui. Veuillez poser la première. Parmi les sols suivants, lequel est le plus fertile? Le tchernosium, le loess, la latérite? Réfléchissez bien avant de répondre. J'ai apporté des échantillons de sol. Voici du tchernosium du nord-est, du sol du plateau de Loess et de la latérite du sud. Ainsi, à partir de la couleur, vous pouvez intuitivement voir que les trois sols sont différents. Vous avez encore besoin d'y réfléchir? Bien sûr. Il arrive que la réponse qui semble évidente ne soit pourtant pas la bonne. Il faut se méfier des apparences. Allez, parmi les réponses, laquelle avez-vous choisi? Le tchernosium. Pourquoi ce choix? Eh bien, c'est parce que je viens du nord-est. Vous en avez l'accent. Ma famille cultive et le rendement est plutôt bon. En y réfléchissant, je me dis que cette question que nous pose Monsieur Zhu n'est pas si simple. Le tchernosium ne convient qu'à certaines cultures. Du point de vue scientifique, que signifie le mot fertile? Par exemple, le critère porte-t-il sur les minéraux ou la teneur en certains éléments chimiques, leur concentration à atteindre pour qualifier un sol de fertile, etc. Alors ne répondez pas à la légère. Pour vous, c'est trop tard pour changer. Ne vous fiez pas à ce qui semble évident. Voyons les résultats. 82% ont choisi A, seules 6 personnes ont choisi B, soit 5%, et 12 personnes ont choisi C, soit 11%. La bonne réponse est... Du point de vue de la fertilité, nous pensons que c'est le tchernosium. En raison de sa teneur élevée en matière organique, il est riche en nutriments. Par ailleurs, il a une bonne composition. Mais je trouve que l'analyse que vient de faire Sabening est pertinente. Les végétaux se sont adaptés à des conditions géographiques et à des environnements différents. Il convient donc de les cultiver dans le bon cadre. Cependant, il y a des plantes qui ne font pas partie de nos cultures. Il y a là un paradoxe. Il faut donc commencer sur le plan alimentaire, puis prendre en compte les conditions climatiques. Ce n'était pas une question piège. Pas du tout. J'ai tendu un piège tout seul. Vous avez une très bonne compréhension. Cela nous permet de mieux saisir la différence entre la fertilité et les types de sols. À force d'aborder ce genre de sujet, on intègre certains concepts. On réfléchit à l'environnement dans lequel on se trouve, au contexte. J'aime beaucoup l'affirmation suivante. La terre la plus fertile est celle qui se trouve sous les pieds de chacun. Chaque endroit nourrit ses habitants à sa manière. Le tchernosium est donc le panda géant des terres labourées. Il est très précieux. Nous devons le protéger. On a fait une émission dans laquelle des agriculteurs disaient qu'ils cultivaient maintenant du soja, par exemple, pour protéger la terre. Ils utilisent des méthodes scientifiques pour empêcher l'épuisement des sols et favoriser la fixation d'azote. Ainsi, la vitalité des sols est maintenue, ce qui fournit un meilleur soutien aux cultures. Inclinons-nous devant ces trois types de sols. Deuxième question. Combien d'années faut-il en moyenne pour former 1 millimètre de sol dans des conditions environnementales normales? Des dizaines, des centaines, des milliers. Voyons d'abord de quoi on parle. 1 millimètre, c'est à peu près l'épaisseur de 2 ongles. Presque celle d'un sol. Oui, effectivement. Pour répondre à ce genre de questions, il faut prendre du recul.
Pourquoi? Parce que M. Zhu veut certainement nous dire que ce n'est pas simple, que la Terre est très précieuse, si précieuse que cela dépasse l'imagination. Je choisis C. Y a-t-il quelqu'un qui choisit A? Ou B? Vous? J'ai choisi des centaines d'années. Pourquoi? Selon moi, si cela prenait des milliers d'années, alors nous serions arrivés à un point où, avec tout ce temps passé à faire de l'agriculture, tout d'abord, comment le sol est-il apparu? Je pense que le sol se forme avec la sédimentation constante de micro-organismes ou de bois. Oui, ça provient de ce qu'on appelle l'érosion des roches qui est lente. Le sol est-il organique ou inorganique? Le sol n'est pas seulement de la matière organique. On dit que c'est un corps vivant parce qu'il contient de la matière inorganique et organique, ainsi que des êtres vivants. Mais il provient des roches qui sont de la matière inorganique. En effet, mais il subit un changement au cours de sa formation. Il devient un corps vivant. Le lichen et la mousse sur les pierres montrent en fait un lent processus d'érosion. La question porte sur le temps pris par l'ensemble de ces phénomènes physiques, chimiques et biologiques. Quand la Terre s'est formée, il n'y avait pas de sol. Non. Il y en a qui ont choisi A? Vous? En tant qu'étudiante en finance, je n'y connais pas grand-chose en sol. Je me demande si le sable et la poussière apportés par le vent peuvent se déposer par terre pour ensuite former du sol. Je pense qu'au bout de plusieurs décennies, on atteint cette épaisseur. Ce qu'elle dit semble possible. Par exemple, à Beijing, s'il y a une tempête de sable et que la poussière retombe, la couche peut atteindre 1 millimètre en quelques années. Et puis il pleut à Beijing. Du sol peut être en train de se former lentement. Asseyez-vous. Cette étudiante en finance met à mal mon argumentation. Regardons. Jetons un coup d'œil au résultat. 68% choisi B, soit 96 personnes. Seulement 18 personnes ont choisi C. Ceux qui ont choisi A sont un peu plus nombreux, ils sont 27. Dans des conditions normales, il faut en moyenne quelques décennies pour former 1 millimètre. C'est-à-dire que pour 1 centimètre, il faut des siècles, voire des milliers d'années. Le sol varie en fonction des lieux. Comme il se constitue dans des conditions environnementales différentes, la vitesse de sa formation n'est pas la même. Par exemple, dans les endroits arides, c'est plus lent. S'il pleut beaucoup et que la température est élevée, alors c'est plus rapide. Il s'agit donc d'une moyenne. Donc si vous dites qu'il faut des milliers ou des centaines d'années, ce n'est pas non plus une erreur, mais on parle ici de moyenne. L'essentiel est d'inciter chacun à chérir le sol. Bien, question suivante. D'accord. Combien y a-t-il de micro-organismes dans 1 gramme de terre? A, 1000, B, 1 milliard, C, 10 billions. Voyez grand. Combien de grammes dans cette boîte? Au moins 10? Une dizaine. Oui. Divisé en une dizaine de parties. 1 gramme de terre, c'est petit comme ça. Ça représente ça dans la main. Bien, quels sont ceux qui ont choisi A? S'il vous plaît, levez la main. Qui a choisi B? C'est parce qu'elle est au milieu, n'est-ce pas? Les deux autres sont trop extrêmes. Combien ont choisi C? Pourquoi avez-vous choisi C? Parce que j'ai observé au microscope une goutte de glaçure liquide pour la céramique. C'est particulièrement riche en micro-organismes. Quel est votre choix? La dernière proposition. Comme j'étudie principalement les vaches laitières, je connais bien le lait. Prenons le lait pasteurisé qu'on boit souvent. Il a été traité. Oui, il conviendrait davantage à la proposition A. Environ 1000 par gramme. On parle en millilitres. Les vaches laitières ont un rumen et 1 gramme de liquide ruminal peut atteindre le 2e ordre de grandeur. Et puis il m'est venu à l'esprit que nous, les animaux, sommes différents du sol, qui contient peut-être plus d'organismes vivants. Il se peut qu'il y en ait beaucoup plus que dans le liquide ruminal.
J'aimerais que vous nous expliquiez ce que sont les micro-organismes. S'agit-il de bactéries? Les virus en sont-ils aussi? Eh bien, en fait, les virus ne sont pas exactement considérés comme vivants. C'est parce qu'il a besoin d'infecter un autre organisme pour pouvoir se reproduire. Ainsi, les micro-organismes dont nous parlons incluent généralement les bactéries, les archées, les micromycètes et certains protozoaires. Il s'agit donc d'un concept à l'échelle physique, mais ils sont capables de compléter eux-mêmes leur cycle de vie. Ainsi, les virus ne sont généralement pas classés dans cette catégorie. Je parie que c'est B. Vous voyez, 75% ont choisi B. 103 personnes dans le public ont choisi B. Personne n'a choisi A. Et 36 ont choisi C. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est la B. En fait, je pense que les concepts scientifiques dont nous parlons aujourd'hui sont relativement clairs pour le public, particulièrement pour Sabeling qui a un très bon raisonnement. C'est le processus du débat scientifique. De cette façon, on comprend mieux. Cette étudiante a fait une très bonne analogie. Il y a beaucoup de matière organique dans notre tube digestif, de sorte que sa biomasse peut être conséquente. Concernant les sols, on parle d'une moyenne. Si vous avez un sol à forte teneur en matière organique, comme le tchernosium, le nombre est plus élevé. Il peut être inférieur dans la latérite, qui est moins nutritive. On estime que ça devrait être approximativement 1 milliard, même si les recherches sur le monde microbien sont encore en cours. Grâce aux progrès technologiques, on en découvrira peut-être plus à l'avenir. Dans ce cas, la troisième proposition s'avérerait correcte. La science est toujours ancrée dans son époque avec ses limites. Remercions M. Zhu de nous avoir préparé ces questions. Grâce à elle, nous avons un aperçu des sols ainsi que du domaine qui passionne M. Zhu et dans lequel il consacre ses efforts. Alors quel rapport lui et son équipe ont-ils avec les sols? Quel genre de mystère ont-ils découvert? Le moment est maintenant venu d'écouter le discours de M. Zhu. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. C'est un plaisir de partager avec vous l'histoire du sol. On dit souvent que tout naît de la terre. Comme vous le savez peut-être, 80 ou 90% de nos aliments en proviennent. C'est pourquoi on dit que le sol est l'origine de notre alimentation. En fin de compte, on mange ce qu'il absorbe. En effet, les plantes qui y poussent finissent dans nos assiettes. Par conséquent, lorsque notre sol contient des polluants, ceux-ci se retrouvent dans les plantes que l'homme consomme, ce qui affecte sa santé. Dans le même temps, on cherche à obtenir des rendements plus élevés parce qu'on doit nourrir une grande population et que nos ressources en sol sont limitées. Afin de produire plus, d'augmenter les récoltes, nous avons développé de nombreuses pratiques agricoles intensives qui conduisent également à la dégradation des sols. On peut également parler de sols épuisés, voire malades, pollués ou empoisonnés. Cela peut avoir toutes sortes d'effets sur la santé humaine. La protection des sols est donc la responsabilité de chacun, parce que nous sommes tous inextricablement liés à la terre, du fait de notre place dans la chaîne alimentaire. Donc, si nous pouvions chérir ce que nous mangeons et optimiser notre régime alimentaire, nous pourrions réduire la pression sur les sols et les rendre plus durables et sains. Alors, comment faire pour protéger nos sols? Aujourd'hui, je vous présente 3 plats sains pour vous parler du lien qui unit l'homme à la terre. Donc, le premier plat bon pour la planète que j'aimerais vous présenter est le mapo tofu. J'ai souvent vécu l'expérience suivante.
Lorsque je voyage à l'étranger, je cherche toujours un restaurant chinois pour m'asseoir et manger la cuisine de chez nous. Je choisis d'abord du mapo tofu. Avec un bol de riz et peut-être une bouteille de bière, ça fait un repas délicieux. Le mapo tofu représente l'alimentation saine que nous recherchons. Nous savons que le soja est une légumineuse dont la domestication s'est faite par nos ancêtres. C'est la contribution des Chinois au monde. Nos ancêtres ont également inventé la transformation du soja en tofu. Avant, quand on était à l'étranger, on ne trouvait souvent du tofu que dans les magasins chinois. Maintenant, quand on y va, on en trouve dans tous les supermarchés. Le tofu s'est largement propagé. Les légumineuses sont des plantes capables de fixer l'azote. Leur système racinaire peut former une relation symbiotique avec les bactéries fixatrices d'azote. Il y a beaucoup d'azote dans l'air, mais il s'agit là d'un gaz inerte que les plantes ne peuvent absorber. Et ces micro-organismes dans le sol nous aident silencieusement à transformer l'azote inerte en substance que les plantes peuvent absorber. Donc faire la promotion du tofu, c'est faire travailler les légumineuses avec les micro-organismes pour nourrir nos sols, avec plus de nutriments et les rendre plus sains. Nous devons mettre à profit la chaîne alimentaire ou un de ses maillons, permettre à chacun de trouver un moyen de réduire la pression sur les sols, de leur donner plus de vitalité et d'énergie. Ainsi, nous continuerons à avoir de la nourriture en suffisance et la terre se portera mieux. Le premier plat dont je vous ai parlé aujourd'hui était donc à base de tofu. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième, le chao sansi. Il est composé d'émincés de tofu séché, de céleri et de viande. C'est croustillant, il y a de la viande et il y a du tofu avec sa texture tendre. Par ailleurs, ce plat a une très bonne composition nutritionnelle. En effet, le tofu contient des protéines et le céleri, des fibres dont nous avons besoin. Et puis, nous avons le goût de la viande, le parfum de la graisse. En outre, la manière traditionnelle chinoise de faire sauter les aliments est très saine. C'est parce qu'après avoir coupé de petits morceaux, ils sont faciles à cuisiner, contrairement à un gros steak dont la cuisson demande peut-être plus d'énergie. Nous faisons sauter les ingrédients pendant quelques minutes. Nous pouvons augmenter la biodiversité de nos terres agricoles. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'ingrédients dans ce plat. Ce dernier reflète la biodiversité de nos terres agricoles. Et nous devons particulièrement protéger celles-ci. En effet, sa perte rend les écosystèmes plus fragiles et sujets à de nombreuses maladies et déstabilise les rendements. Donc, utilisons la biodiversité présente sur nos tables pour favoriser celle sur nos terres agricoles, afin que nos sols soient plus riches. On dit que le sol est la peau de la terre. Il constitue le support des écosystèmes que nous voyons. C'est précisément parce que ces micro-organismes font circuler les nutriments et aident les plantes à se fournir en éléments tels que l'azote et le phosphore que le sol alimente les écosystèmes. Le sol joue également un autre rôle, celui de retenir l'eau et d'absorber les polluants. Il transforme certains déchets que nous jetons en nutriments dont les plantes ont besoin. Vous l'ignorez peut-être, mais le sol a une fonction très importante. En effet, il est notre boîte à pharmacie.
Cela peut surprendre, c'est parce qu'il contient tant d'organismes différents. Ceux-ci ont tous leur métabolisme et ils communiquent. Oui, les micro-organismes communiquent entre eux. Mais ils n'ont pas de téléphone portable. Ils le font avec les métabolites secondaires qu'ils synthétisent et qui peuvent être des médicaments pour nous, les humains. En fait, dans les années 40 et 50 du siècle dernier, l'un des premiers biologistes du sol, Selman Waksman, a isolé un genre de micro-organisme qui sécrète la streptomycine. Cette dernière est un antibiotique utilisé notamment pour traiter la tuberculose. Pour cela, Waksman a reçu le prix Nobel de médecine ou de physiologie en 1952. La découverte par Waksman d'un médicament dans le sol n'était qu'un début. Les scientifiques ont découvert l'existence de substances inhibant le développement des tumeurs et qui peuvent être utilisées comme anticancéreux. Le sol est aussi un puits de carbone. À l'heure actuelle où l'on parle de changement global et d'événements climatiques extrêmes, la Chine met en œuvre un plan pour atteindre la neutralité carbone. En renforçant la fonction microbienne des sols, nous pourrons favoriser la croissance de plantes plus saines. Nous pourrons fixer dans le sol plus de carbone présent dans l'écosystème, plus de dioxyde de carbone présent dans l'air. Autrement dit, les micro-organismes dans le sol sont un régulateur du dioxyde de carbone atmosphérique. Vous ne savez peut-être pas que la production de 100 grammes de protéines de bœuf émet 90 fois plus de dioxyde de carbone que celle de 100 grammes de protéines de tofu. Nous sommes 8 milliards sur Terre. Si chacun d'entre nous réduisait sa consommation hebdomadaire de viande d'un tiers, voire de moitié, la baisse de nos émissions de CO2 serait considérable. Permettez-moi de vous présenter le troisième plat, les raviolis d'œufs. C'est une spécialité culinaire au sud du Yangtze. Durant mon enfance, les conditions matérielles étaient difficiles. À la maison, on ne faisait des raviolis d'œufs qu'à l'occasion de la fête du printemps. Ils ont la forme d'un lingot, ainsi qu'une couleur dorée, symbolisant notre aspiration à une vie meilleure et à un nouveau départ. J'ai grandi avec eux et ils constituent un des liens étroits que j'ai avec ma région natale. Donc la gastronomie saine pour la planète assure non seulement à chacun un apport suffisant en calories et en nutriments, mais réconforte également nos âmes. Elle apaise notre mal du pays et notre nostalgie. Maintenant que nous vivons dans de bonnes conditions, on peut souvent faire des raviolis d'œufs. Les enfants aiment en manger. Ce faisant, ils peuvent ressentir la générosité de la terre nourricière ainsi que ses bienfaits. Vous êtes des étudiants venus des 4 coins du pays. Vous avez chacun un plat qui vous rappelle d'où vous venez. C'est peut-être du porc aigre-doux, ou bien de petits pains cuits à la vapeur que votre grand-mère vous préparait quand vous étiez petit. Il incarne l'attention que nous portent nos proches et c'est aussi un lien qui nous unit à notre région natale. Chacun de nous retrouve ses racines à travers quelque chose d'aussi essentiel que la nourriture. Nos racines sont dans le sol. Voilà pourquoi je voulais vous faire comprendre son importance. Et puis, nous devons faire en sorte que nos activités quotidiennes protègent le sol, le polluent moins. Optimisons notre régime alimentaire afin de réduire la pression
qu'il subit. Un sol plus sain, cela veut dire une planète qui se porte mieux. Et donc, une humanité en meilleure santé. Voilà le message que je voulais vous délivrer. Merci Monsieur Zhu pour votre merveilleux discours. J'écoutais assis dans les coulisses. Quand j'ai entendu les raviolis 2, je suis allé discrètement chercher un bol et des baguettes. Puis j'ai attendu la fin du discours de Monsieur Zhu pour me précipiter. Mon vœu peut enfin être exaucé. Je vous en donne un. Allez, partageons. Je vous sers. Les molécules chimiques des protéines me sont directement montées au cerveau. Manger un ravioli 2 préparé selon une méthode scientifique par un membre de l'Académie chinoise des sciences, c'est une expérience à part. Ça vous met l'eau à la bouche? Regardez. Après l'émission, vous pourrez goûter. C'est le discours le plus original que j'ai entendu. Un spécialiste des sols nous explique une vérité scientifique par le biais d'aliments et de plats les plus courants. En fait, les racines de chacun d'entre nous sont ancrées dans le sol. Vraiment, on a l'impression de goûter un produit expérimental dans un laboratoire. Mais après l'avoir mangé, on se sent proche de la terre. Pendant votre discours, les spectateurs ici présents et ceux en ligne ont posé plein de questions. Voici l'une d'elles. Parfois, on dit aux étudiants en agronomie, vos parents ont travaillé la terre toute leur vie pour vous permettre de faire des études supérieures. Pourquoi retourner à la ferme quand vous aurez votre diplôme? Que répondriez-vous? C'est une très bonne question. Vous vous demandez peut-être si c'est un domaine d'études que j'ai choisi dès le début. Au lycée, je voulais devenir physicien nucléaire, mais pour l'examen d'entrée aux universités, il y avait beaucoup d'incertitudes. Finalement, j'ai choisi la science des sols. Donc, avant d'aller à l'université, je ne savais même pas que cette spécialité existait. Plus tard, j'ai fait mon doctorat au Royaume-Uni, avec pour sujet de recherche les contaminants radioactifs. Après l'explosion de la centrale de Tchernobyl, les sols ont subi des retombées radioactives. Lorsque j'ai postulé pour une bourse, j'ai facilement remporté le concours en raison de mon expérience dans l'agriculture. En effet, je comprenais la question des sols. D'autre part, la catastrophe de Tchernobyl était également un problème lié à la physique nucléaire. Je renouais donc avec cette discipline. C'est le destin. J'ai également travaillé pendant 9 ans pour l'AIEA en tant que conseiller scientifique sur les applications de la technologie nucléaire. J'assistais aux conférences annuelles à Vienne. Je pense donc que c'est une très bonne question. Rien ne se passe d'une manière parfaite dans nos vies, mais à tout moment, nous devons aller de l'avant et avancer d'un pas décidé. Ainsi, lorsque vous regarderez en arrière, vous constaterez que chaque étape de votre parcours constitue un chapitre de votre vie. Alors, n'abandonnons jamais les actions qu'on entreprend aujourd'hui, travaillons dur et l'avenir sera meilleur. Il y a un poème qui me vient à l'esprit. Les dattes en août, le riz en octobre. Avec ce vin de printemps, je te souhaite une longue vie. Conjuguons nos efforts pour vivre en bonne intelligence avec la terre. Grâce à elle, nous assurerons un meilleur avenir à notre pays. Merci, Monsieur Zhu, pour votre merveilleux discours. Merci, ce fut un plaisir. Merci d'avoir regardé notre émission. Au revoir et à la prochaine.